À toutes et à tous, on se retrouve en live avec Pénélope pour vous parler des actualités ludiques. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde dans le chat, j'espère que tout le monde va bien et je suis habillée de circonstances. Aujourd'hui on est le 6 juin. Et oui, parce que, alors, tu nous viens des États-Unis, c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu en retard. On a eu un très léger souci de micro. C'est-à-dire qu'au moment où on allait lancer l'émission, à la fin du décompte habituel, pour ceux qui regardent sur Twitch, vous savez qu'il y a un petit temps d'attente. Au moment de lancer l'émission, le micro a explosé. On a eu vraiment une explosion imaginez-le, fumée partout dans la pièce. Il a fallu ouvrir les volets, changer de micro. Et, donc là, on se retrouve. Guerre, hein. Exactement. On est en pleine période de guerre. On se retrouve pour pouvoir faire cette émission et je vais faire attention, je vais être attentif au son également parce que forcément c'est pas le micro habituel, il y a un petit changement de dernière minute. Pas de blessés, c'est le principal. Oui. Pourquoi on vous parle de guerre? Parce que tout simplement on est le 6 juin 1944. Alors on est 80 ans plus tard. On n'est pas tout à fait en 1944, on est 80 ans plus tard et on va vous parler des actualités ludiques, on va vous parler des news, on va vous parler de la plateforme Board Game Arena, on fera un petit tour du monde ludique des jeux qui arriveront prochainement dans vos boutiques, les sorties de la semaine, les financements participatifs et les nombreuses vidéos qui ont été diffusées sur nos chaînes, puisque cette semaine, il y en a pas mal à vous présenter. Et bravo pour le polo, je vois que c'est noté sur le chat. Je vois. Oui, je l'ai acheté là-bas en fait. C'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir le mettre avec une vraie occasion. Je vais souvent là-bas. J'ai fait tous les musées de la côte. Je suis une passionnée de cette période de l'histoire. Tu veux dire en Normandie? En Normandie, ouais, sur les plages. C'est Utah Beach, c'est le nom d'une des plages du débarquement. Voilà, il y a Omaha Beach, Utah Beach, etc. Donc, voilà, je fais honneur aux 80 ans et on pense encore à tout ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait cette phrase. Alors, on va commencer directement par nos actualités ludiques. On a un petit écran de news, notre jingle de news, et puis on vous parle des petites informations qui sont arrivées jusqu'à nous. Première nouvelle, tu as repéré quelques news. On commence par laquelle, Pénélope? Des petites news, enfin des petites news, pas forcément des petites news toutes, mais pas beaucoup de news. La première, c'est une news qui est simplement pour vous tenir informé que Asmodée fait de temps en temps, des braderies en fait. Et donc là, il y en a une qui va se tenir le samedi 29 juin 2024, mais c'est une braderie physique, pas une braderie en ligne ou quoi ou qu'est-ce. C'est sur le parking des locaux d'Asmodée France. Et donc ils organisent une braderie. Vous pouvez trouver toutes les infos en ligne si vous avez envie d'y aller. C'est le samedi 29 juin si vous êtes dans la région, tout ça. Tu l'as déjà fait toi ça, les braderies d'Asmodée? Non. Et franchement, je suis assez tentée. C'est vrai? Bah oui, parce que je pense que il faut imaginer que tous les locaux ont des limites, donc même leurs grands hangars gigantesques, il y a un moment ils peuvent pas stocker à l'infini. Il doit y avoir des choses qui datent, qui se vendent plus, ou voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait de la place. Et je me dis peut-être qu'il y a des petites choses à trouver à pas trop cher. Donc voilà. Alors moi ça m'attire pas tellement ce genre de truc parce qu'en général on est pile dans les jeux qui m'intéressent pas spécialement, puis je cherche pas à remplir ma ludothèque, elle est déjà largement remplie. Oui, le côté musée, on arrive au bout. Là, il va falloir que soit on achète un nouveau bâtiment, soit qu'on arrête, qu'on enlève des jeux. Je sais. Je comprends bien de quoi tu parles. mais après une petite boîte de mémoire 44 tu vois, ou une extension plutôt de mémoire 44, des choses comme ça. Donc voilà, il y a Rachel qui dit Marie qui avait acheté Samouraï à 5 €. Typiquement Samouraï, jeu culte de Rainer Knizia, j'aimerais beaucoup le posséder dans ma ludothèque. Donc voilà, s'il peut y avoir quelques petites perles, pourquoi pas. On va faire une braderie, dit Aline Wittberg dans le chat. Je pense que, voilà, de braderie en braderie, on transvase. C'est vrai que nous, il faudrait peut-être qu'on fasse une braderie, justement. On l'a déjà dit plein de fois, ouvrir les portes du chalet pour que on puisse, non pas se débarrasser, mais laisser les jeux à des gens que ça intéresse, parce que la grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeux? On n'a pas trouvé la date encore, on y réfléchit mollement. Autre actualité, Pixie Game rachète, acquiert, je sais pas comment ça marche, sans doute rachète, TTMC, cet éditeur qui nous propose essentiellement des jeux de questions, parce que c'est toujours le même jeu en réalité, les éditions TTMC.
Oui, et ben c'est l'acquisition du jour. J'ai envie de dire, on a toujours des news comme ça bouge dans le monde du jeu. Et donc c'est les éditions de base, elles ont été fondées en 2016. Vous avez tout le texte devant les yeux, donc je suis pas sûre que je vais le lire en entier, mais c'est un jeu TTMC qui a été pour moi dans le jeu de quiz la plus grosse alternative à comment ça s'appelle, à Trivial Pursuit. C'est-à-dire que jusqu'à TTMC, même s'il y en avait eu plein d'autres et que plein d'autres existent, ça ne venait pas à l'idée des gens d'avoir autre chose que Trivial Pursuit chez eux pour du jeu de quiz. Et le TTMC a réussi à s'imposer vraiment dans beaucoup de foyers. Ouais, pour moi, c'est pas du tout la même catégorie que Trivial Pursuit. Trivial Pursuit, c'est vraiment du quiz à la question pour un champion. À la télévision, TTMC, on est quand même un peu dans le jeu d'ambiance. Mais c'est vrai qu'il y a des questions. Pour moi, non. Ah ouais? Pour moi, on est vraiment dans le... Ah oui, c'est juste elles sont... Ah ouais, j'aime beaucoup les jeux de quiz de oui, quiz, je vois ce que tu veux dire, générale. la nature des cartes. Mais je pense que tu dois retrouver à peu près... t'as des cartes sur le sport, des cartes sur à peu près tout. C'est juste que moi, ce que j'ai toujours trouvé génial dans TTMC, c'est que le gros problème il veut pas rester dans mon cerveau celui-là, du Trivial Pursuit, dont j'étais fan quand j'étais jeune. Le gros problème du Trivial Pursuit, c'était le côté si tu savais, tu savais, si tu savais pas, tu savais pas. Et les gens voulaient pas ça dans TTMC. Ah oui, c'est parce que tu choisis sur la carte. Oui. Alors on non, est déjà en train c'est pas que tu choisis. C'est pas que tu choisis, c'est que comme tu les gens qui se sous-estiment, qui pensent qu'ils peuvent pas répondre, ils vont commencer par dire moi je prends une question valeur 1, j'y connais rien, etc. Puis ils se rendent vite compte que 1, 2, 3, en fait c'est des questions super simples. Et du coup, au tour suivant, ils vont se dire non mais je peux quand même peut-être prendre 4. Et en fait ça va faire que ceux qui se sous-estiment vont prendre des questions un peu plus dures, et ceux qui se surestiment et qui se disent oh, moi je m'y connais à mort, je vais prendre la question 10, en général ils se rendent compte qu'ils la connaissent pas et ils descendent un peu, ce qui fait que ça rééquilibre cet effet du Trivial Pursuit. Pardon, j'aime bien parler, j'ai toujours trouvé ça génial dans TTMC, et pour moi c'est ça qui a fait son succès et sa force par rapport à un Trivial Pursuit, et qui s'installe vraiment. Donc c'est un jeu qui va encore durer dans le temps, qui a de très belles années devant lui, et il a maintenant aussi bien ce jeu-là que les éditions de base font partie maintenant de Pixie, qui sont dans une nouvelle dynamique également. Oui, alors on voit beaucoup d'actualités sur Pixie Game qui se développent pas mal en ce moment. Ouais. Actualité suivante, on enchaîne avec alors des nouvelles, c'est Rachel qui nous a envoyé des informations. Je pense que tous les éditeurs sont concernés par ça, mais Rachel de Néoludis nous a envoyé quelques informations sur les difficultés les retards qu'il y a vis-à-vis des boutiques, et je pense que c'est intéressant d'en parler un peu parce que effectivement on n'est pas forcément au courant, en tout cas vous qui suivez les jeux de société, qui en achetez régulièrement, vous ne savez pas pourquoi un jeu on vous l'annonce une semaine et puis la semaine suivante il est pas là, et finalement c'est reporté 2 semaines après. Les boutiques parfois ça peut les énerver aussi, elles sont informées mais malgré tout c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Donc il y a plusieurs raisons à ces problématiques de transport qui concernent tous les éditeurs. C'est pas le cas de Néoludis, c'est le cas d'Asmodée, de BlackRock, de tout le monde, puisque beaucoup utilisent des transports maritimes pour pouvoir ramener les jeux de Chine jusqu'en France, pour ceux qui sont construits, qui sont fabriqués en Asie. Donc il y a des conditions climatiques qui ont posé problème, mais il y a également la piraterie en mer Rouge, par les outils, c'est ça? Oui. Du coup, les navires sont contraints de contourner l'Afrique du Sud. Donc, on se doute bien que ça prend pas le même temps et que ça n'a pas le même coût, surtout. Donc, tout ça, c'est vrai qu'on a eu plusieurs annonces là d'éditeurs qui prennent du retard, et souvent les gens réagissent parce qu'ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants et accusent l'éditeur. Mais des fois, l'éditeur n'y est absolument pour rien. Et puis effectivement, il y a cette autre info, c'est la sécheresse du canal de Panama. Ça, c'est passé si vous suivez un peu, moi je suis les infos quand même régulièrement, on en parle beaucoup parce que c'est un vrai problème à long terme. Voilà, c'est deux problèmes spécifiques et complètement différents l'un de l'autre. La piraterie en mer Rouge, alors ça fait 6 mois, nous indique Rachel, ça fait 6 mois que ça existe, ce problème-là, et que ça oblige des détours importants. Et la sécheresse du canal de Panama, c'est un autre problème, cette fois-ci purement climatique. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Évidemment, c'est complexe. Il y avait une autre solution, c'était le transport ferroviaire. Mais ça marche pas forcément très très bien en ce moment avec la crise en Ukraine, forcément, la guerre en Ukraine. Et Rachel nous cite également des mouvements de grève qui sont annoncés dans les ports français et qui pourraient encore contrarier
la distribution des conteneurs. Et je vois des gens qui disent donc il va falloir penser à une solution de relocalisation. Tout ça, ça serait formidable, mais en fait, pour l'instant, il n'y a en France et en Europe pas les capacités de production qu'il y a de l'autre bout du monde et même pas les savoir-faire. Ça, c'est encore plus gros problème. Donc, on est dépendant et il y a et donc on est soumis. Enfin, en tout cas, les éditeurs sont soumis à tous ces problèmes et subissent ces problèmes autant que vous. Il y a un gros souci de savoir-faire pour l'instant, mais c'est des choses sur lesquelles il y a un développement. Mais par contre, ça résoudra pas tout, puisqu'il y a des jeux qui sont distribués aux États-Unis. Quand un jeu est distribué aussi bien en France qu'aux États-Unis, où faut-il le produire? C'est la question qui se pose pour les éditeurs. Il y a pas forcément de raison logique à le produire à plusieurs endroits en même temps. En tout cas, tout de suite, c'est difficilement réalisable. Peut-être ça le sera plus tard. Peut-être qu'à un moment, il y aura des solutions qui se rapprochent de l'impression à domicile. J'en sais rien. En tout cas, dans le local, peut-être qu'un jour, ça arrira. On n'y est pas du tout. Donc là, il y a un casse-tête pour les éditeurs. Moi, c'est pas tellement le report qui pose problème. C'est l'aspect financier que ça génère pour les éditeurs parce qu'il faut qu'ils puissent s'organiser et quand même avoir de la visibilité sur leur production. Voilà. Et donc on la remercie pour cette info directement avec une source directe comme ça. C'est très très intéressant. On va enchaîner maintenant avec l'actualité du jour, donc le débarquement. Oui. Et on fait une semaine spéciale sur la chaîne d'un monde de jeu. On s'est dit qu'on allait vous parler du jeu Mémoire 44. On en a fait une matinale lundi avec Jérôme. On a déjà abondamment parlé du jeu. On vous a présenté ce dont il s'agissait. Aujourd'hui, on le fait avec toi, Pénélope. Tu as mis un magnifique t-shirt. On en profite. Oui. C'était surtout ma participation à ce passage. Et puis on va vous diffuser la vidéo. Alors c'est pas sûr qu'elle arrive aujourd'hui, ça sera plutôt demain qu'on la mettra en ligne, la vidéo qu'on a réalisée avec Jérôme, sur laquelle nous jouons à Mémoire 44. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pourrez regarder une partie. Donc ça sera demain sur notre chaîne. On terminera avec ça la semaine spéciale. Mais aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce jeu. On va continuer à en parler un peu parce que tu m'as dit que tu avais une expérience particulière avec ce jeu, du fait de ton attachement aussi aux plages normandes. Oui. Alors, avec l'histoire voilà, avec l'histoire en général. Moi, j'aime beaucoup les jeux sur le thème de l'histoire et je considère que c'est un vrai vecteur de mémoire. C'est-à-dire tout ça fait partie aussi bien de ce qu'on a en lisant un livre ou en regardant un film. Jouer à un jeu de société qui véhicule des faits qui se sont passés, ça participe à ça, à la transmission des choses. Et Mémoire 44 est un jeu assez exceptionnel de mon point de vue, de par la simplicité de son gameplay et de son accessibilité à tous. Ça rend le wargame presque fun et accessible. C'est très très simple. C'est un système de cartes actions pour activer des petites factions sur un plateau. Il n'y a pas de lourdes règles comme certains wargames. Et en même temps, tous les scénarios sont fidèles au déroulement des événements de ce débarquement. Il faut savoir que ça, c'est pas pour rien, c'est puisque ce jeu a été développé au 60e anniversaire du débarquement. Donc c'était vraiment dans l'idée de transmettre le souvenir des événements de la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait un partenariat. Et là, on est aux 80 ans, et c'est un jeu qui a déjà 20 ans, qui fête lui également son anniversaire. Donc on va rappeler, c'est un jeu de Richard Borg qui se joue à partir de 8 ans, donc qui est quand même très très accessible. Donc, quand on parle de wargame, en général, c'est pas 8 ans, c'est plutôt du 14 ans et plus. Là, cette fois-ci, c'est accessible. Il faut savoir lire parce qu'il y a pas mal de textes sur les cartes. Et c'est un jeu qui a été publié en 2004. Donc là aussi, c'est un anniversaire, c'est l'anniversaire du débarquement, c'est l'anniversaire du jeu également, et qui vous propose de jouer un peu aux petits soldats, parce que vous voyez ces figurines qui sont alors c'est celles de l'époque, vraiment, quand on sort les jeux d'il y a 20 ans, vous allez pouvoir le sortir dans l'événement que vous faites consacré au jeu d'il y a plus de 20 ans maintenant. Celui-ci, ça y est, il rentre dans il rentre dans les éligibles. Exactement, l'événement qui s'appelle magnifiquement les vieux cons ludiques. Ça fait plaisir de le citer en matinale. Quand on dit que c'était mieux avant. Et donc dans ce jeu, il y a ces petites figurines qui font très petits soldats, mais qui malgré tout est très moderne. Le jeu, quand tu sors le matériel aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'impression de c'est un vieux jeu d'il y a 20 ans, contrairement à plein d'autres. Il y a une sacrée différence. Ils étaient à la pointe Days of Wonder là-dessus. Il y a pas mal d'extensions qui lui sont associées. Donc tout ça, on vous en reparlera dans la vidéo de demain. Je vais pas m'attarder forcément beaucoup là-dessus ce matin. Là, on voit la petite extension avec les avions. Je vous montre quelques-unes des petites figurines qu'on trouve à l'intérieur. Donc ça dépend des extensions, évidemment. Vous voyez qu'il y a des chevaux, il y a des chars, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais surtout, ce sur quoi on a envie d'insister, c'est évidemment sur l'histoire qui est véhiculée à travers tous les scénarios et les
l'histoire réelle qui s'est passée en fonction des différentes plages, en fonction des différents lieux, parce que vous allez pouvoir jouer à la fois sur le front du débarquement, mais pas uniquement. Oui, ça commence au débarquement, puis ça va jusqu'à la libération de la France, etc. Il y a plein de lieux d'opération, il y a eu des tas d'extensions, et c'est un jeu qui a vraiment été suivi sur le long cours, et franchement, je veux pas dire que c'est un indispensable dans une ludothèque, mais si vous aimez un peu l'histoire ou quoi, c'est vraiment très accessible sans être un jeu pour enfants, hein, je précise. C'est pas parce qu'il y a écrit plus 8 ans que ça va intéresser que les gamins qui jouent aux petits soldats. Pas du tout. Mais c'est très simple et très agréable. Moi, j'ai des neveux, justement, à qui je l'ai offert et qui jouent tout le temps en 1 contre 1. Ça, c'est vraiment très, très malin, et c'est un jeu qui a très, très bien vieilli, qui même, je pourrais le dire, n'a pas tant vieilli que ça, et qui à l'époque était, de superbe qualité. C'est vrai que là, quand on réalise qu'il a 20 ans par rapport au matos d'origine, c'est assez incroyable. Et puis, il y a un travail de mémoire qui est super, alors ça nous permet, c'est ce jour, on aurait pu en sortir d'autres, mais c'est celui-ci qui nous permet d'en parler ce matin. Ça nous permet de revenir aussi sur ce qui s'est passé après le débarquement. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a marqué, si on sort du jeu, là, cette fois-ci, c'est que j'ai été absolument passionné par cette période, par tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est quand même un affrontement qui est fascinant. Oui. C'est la base de notre société moderne, j'ai l'impression, telle qu'on la connaît aujourd'hui. On reste profondément marqué, et par le génocide qui a eu lieu, et par cet affrontement, la réorganisation du monde telle qu'elle s'est construite après cette guerre-là. Mais par contre, je me suis passionné par tout ça, mais très peu par ce qui s'est passé entre le débarquement et la capitulation. Je connais pas bien les histoires, je connais pas tout ça en réalité. Et là, quand Jérôme est venu au chalet pour nous présenter le jeu, en discuter et faire une partie ensemble, on a joué sur des scénarios en préparation qui se passent après le débarquement et auxquels je n'avais pas pensé. C'est vrai que c'était pas tout de suite des capitulations. Il y a eu pas mal de fronts, il y a eu pas mal d'affrontements, il y a eu pas mal aussi de retournements de situation. Parfois, je connais pas bien tout ça, et là depuis, je regarde des trucs en boucle, je regarde des informations. C'est passionnant, et le jeu porte bien son nom là-dessus, c'est qu'il va vous permettre de vous remémorer des choses qu'on aurait tendance à oublier et qui font partie de notre histoire. Bah oui, ils ont marché depuis les plages de Normandie jusqu'au camp en Allemagne, ça a été un long trajet. Et puis ça a façonné nos paysages aussi, puisque dans cette guerre-là, c'est sur cet affrontement-là, bien plus que sur le premier affrontement qui a eu lieu en 1940, c'est vraiment en 1944 qu'il y a eu les bombardements, les villes rasées, et une reconstruction de la France par la suite, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que c'est un super moyen d'apprendre et d'en savoir plus sur la période. Je regrette tellement, il y a tellement de musées le long de cette côte. C'est 80 kilomètres de côte, qui ont été concernés. Donc c'est une distance assez, c'est un peu plus que 80 même, mais c'est énorme. Ça a vraiment été il faut imaginer que c'était à l'époque complètement surdimensionné comme débarquement. Aujourd'hui, la même chose, je ne sais même pas si ça pourrait avoir lieu, tellement c'est gigantesque, tout ce qui a été mobilisé pour pouvoir c'est très impressionnant, ouais. Et il y a des musées, il y a des musées tout le long de la côte, des restes, il y a eu des objets qui sont encore retrouvés aujourd'hui d'ailleurs, et dans les musées, on ne trouve aucune boîte de mémoire 44. Ah bon? Donc mais oui, ça me scandalise à chaque fois. On peut trouver des jeux de tous ordres, les petits sets familles habituels des musées, etc. Mais je me dis, mais la boîte de mémoire 44 devrait être dans ces musées. À chaque fois. Moi, j'ai fait ça jeune, ça fait longtemps que je suis pas retourné dans la région, ça me donne envie, tu vois. Si j'avais l'occasion là tout de suite d'aller faire un voyage, j'irais peut-être là-bas. Alors pas tout de suite, parce que moi, justement, j'évite les commémorations, mais plus tard, à un moment où c'est plus tranquille, j'irais bien faire un tour. Je vais regarder mon calendrier s'il y a pas moyen de faire ça. Et moi j'ai fait ça plusieurs années de suite, parce qu'on loue une maison régulièrement sur cette côte qui est un peu moins chère que les autres, et qui est avec des grandes plages et des super hamburgers, parce qu'il y a des endroits où ils font des burgers à l'américaine, etc. Donc si vous avez envie, c'est super. C'est un petit peu. On a fait beaucoup trop long, mais c'est parce que peut-être ça nous intéresse un petit peu. On a faire une virgule, et en fait là ça fait 10 minutes qu'on en parle. On enchaîne avec la section Board Game Arena. Alors, quels sont les nouveaux jeux qui arrivent sur Board Game Arena? Je les connais pas forcément, ceux qui arrivent cette semaine. Moi non plus, je connais pas exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai cru voir Grumblestone. Oui, alors on a un jeu de cartes à collectionner. Je suis en train de chercher mes visuels, je sais pas où ils sont. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Nous avons Battle Spirit Saga,
qui est un jeu de cartes à collectionner profondément stratégique, joué avec des cartes et des ressources. Je lis le texte de Board Game Arena. J'ai trop d'images à vous diffuser ce matin, j'ai eu du mal à les retrouver. Mais effectivement, un jeu de cartes à collectionner qui arrive sur Board Game Arena, qui est pas disponible, j'ai regardé sur les boutiques françaises, donc vous allez pouvoir le découvrir. C'est ça. Ici, en priorité, c'est publié par Bandai. Et alors, je l'ai pas trouvé sur les boutiques que je consulte habituellement, hein, ça veut pas dire qu'il est pas ailleurs. Oui, 2024 est clairement une année de TCG, de jeux de cartes et de jeux de pli. Beaucoup de cartes. On va voir beaucoup de cartes encore. Et l'autre jeu, c'est donc Grumblestone, si je me trompe pas sur. Exactement. Donc là aussi, il n'est pas disponible en français, et c'est l'un des intérêts de Board Game Arena, c'est que vous avez la possibilité de découvrir des jeux qu'on ne connaît pas encore, ou qui peut-être vont paraître un peu plus tard. Celui-ci, j'en avais même jamais entendu parler. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs, hein. J'en avais jamais entendu parler. On n'est pas dans mon domaine de spécialité. Voilà. Donc 2 jeux qui sont disponibles sur la plateforme de jeux de société en ligne. Ça fait partie des annonces, mais à chaque fois sur Board Game Arena, vous avez également tous les bêtas, c'est-à-dire des jeux qu'on vous annoncera un peu plus tard qui seront accessibles en public, dont la sortie BGA d'une certaine manière sera annoncée un peu plus tard, mais qui sont déjà jouables. Vous pouvez les découvrir si vous avez un compte sur cette plateforme. Et avant de continuer notre émission, on va vous diffuser la petite pub d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, elle est consacrée à Mega Jackpot. C'est parti. Ils sont chouettes ces petites publicités. Alors, est-ce que on est bien calme. Voilà, Mega Jackpot qui est un jeu de société qui arrive en boutique et qu'on a eu la chance d'avoir au Sablier d'Or, que j'aime beaucoup personnellement. Alors, c'est rigolo parce que celui-ci, en lisant les règles, j'étais un peu perplexe au départ, mais alors en y jouant, c'est vraiment ça m'a beaucoup plu et à chaque fois ça marche en fait. À chaque fois qu'on le ressort, ça marche très très bien. Tout à fait. Et donc, jingle, le tour du monde, je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est parti pour le tour du monde. Alors, tour du monde ludique, on va commencer comme à chaque fois par vous parler des jeux qui vont arriver en version française. On est sûr qu'ils seront en version française. Après, on passera sur les jeux dont on n'est pas sûr qu'il y aura une version française un jour, mais c'est bien possible aussi. On commence par un Cardzol ? Écoute, oui. Cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, ni en France, ni à l'étranger, ni rien, mais on a quand même quelques petites choses à se mettre sous la dent. Effectivement, un nouveau Cardzol. Les Cardzol, si vous les connaissez pas, c'est une série de petits jeux vraiment assez originaux, de puzzles sous forme de cartes, double face en plus. Donc en fait, vous avez 2 puzzles sur un seul et même jeu, et souvent c'est pas juste des puzzles, c'est des défis. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier puzzle que vous allez faire avec les cartes pour agencer, puis ensuite vous allez avoir des petits défis. Par exemple, le personnage qui marche là, qui va de la gauche vers la droite, il tombe dans un trou, il faut l'empêcher de tomber dans un trou, donc vous allez refaire le puzzle pour qu'il ne tombe plus dans le trou, parce que les cartes, et si vous les superposez d'une certaine façon, elles vont pas vous montrer exactement la même chose. Donc j'ai eu l'occasion d'en essayer quelques-uns, pas celui-là, bien sûr. C'est la nouvelle petite boîte. Les auteurs, ce sont toujours Florent Toscano, Bonnie et Juan Rodriguez. Et là, sur le recto, on va découvrir. Alors souvent, les Cardzol Science, ils sont faits. Il y a une espèce de partenariat justement avec certains musées. Alors là, je sais pas si c'est le cas. Oui, mais les jeux au plat essayent de manière générale d'avoir des partenariats sur leurs jeux, en tout cas de les développer au maximum en les plaçant à des endroits où on les attend pas nécessairement. C'est pas que sur les sciences, parce que sur les versions avec les musées notamment, donc les peintures, je crois qu'on les trouve aussi en musée. Voilà. Et c'est aussi des jeux, on le rappelle, qui sont très à cheval sur leur fabrication et l'écologie. Ah oui. Et ils sont fabriqués pour le coup. Là, c'est fait en France. Ça n'est distribué que en France d'ailleurs, parce que et dans des régions qui sont
pas loin, enfin des pays qui sont tout proches et pas trop loin dans ces pays. Il y a tout un principe qui m'avait expliqué où il faut que ça, faut pas polluer quoi. Donc ils sont très très là-dessus, ils sont impartial. Et sur cette boîte-là, sur le recto, on découvre la faune et la flore du Mésozoïque, et sur le verso, les mêmes animaux sur un site de fouille des centaines de millions après, sur lesquels on va les retrouver. Donc on va avoir le verso vivant, je pense, et le verso, non, on va pas dire, mais archéologique. Voilà. Voilà, c'est le premier jeu dont on vous parle cette semaine. Ça, je pense, ça va être pour septembre 2024 à première vue. Un autre petit jeu, alors celui-ci c'est drôle parce qu'on a quand même parlé pas mal des sorties à venir de Yellow, mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé de Five Towers, qui doit, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive, mais ça sera peut-être cet été, et puis bon, avec les livraisons bien sûr il y a ce petit truc du coup c'est toujours un peu en avance. C'est un jeu de Casper Lap illustré par Annika Heller. C'est sorti chez Deep Print Games à Essen. Le dernier Essen, il a fait plutôt sensation. Moi, j'ai pu en prendre une petite boîte. J'ai pu y jouer plusieurs fois. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu d'enchères où on enchérit avec comment dire. Il y a une rivière de cartes au milieu de la table. Il y a 5 cartes au milieu de la table. Et en fait, l'enchère, c'est très simple. À votre tour, vous allez dire, moi, je veux une carte. Et la personne d'à côté va pouvoir dire, moi, j'en veux 2. La personne suivante va pouvoir dire, moi j'en veux 3, etc. C'est de l'enchère, mais on ne paye rien. Ce qu'on paye, c'est que si on dit je veux 3 cartes, on est obligé de les poser dans son tableau, même si ça nous arrange pas. Et parfois, il y a, voilà, exactement. Mais je crois que tu m'y as fait jouer, mais je m'en rappelle plus. C'est fou, hein. C'est possible. On va fabriquer les tours en partant du plus grand chiffre vers le plus petit, vers le haut. Et bien sûr, si 2 cartes nous intéressent beaucoup, mais que la personne d'avant a dit 2, on va dire 3 et on va se taper une carte qui a une valeur très forte à un moment où ça nous arrange pas. Tant pis. Et on va comme ça essayer de faire les tours les plus grandes devant soi. C'est très très malin, très très épuré. Et ça prend plutôt bien. Moi, j'avais bien aimé ça. Ouais, j'ai un bon souvenir. Alors, c'est toujours difficile quand on est spécialiste du jeu de société de vous donner des avis systématiques parce que je viens de vous le dire. J'y ai joué. Alors, je sais plus si c'est avec toi ou si c'est avec Blandine et Adrien, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer parce qu'il était au chalet la semaine dernière, le jeu. Je l'ai vu passer et je me rappelle d'avoir bien aimé, mais après, quand on construit un avis, il vaut mieux que la partie soit fraîche parce que sinon, on mélange les choses, on se souvient vaguement d'une émotion, mais plus tellement des mécaniques en elles-mêmes. C'est ça. Et alors, effectivement. Je crois que j'avais été nul de mémoire, mais. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, il y a vraiment de l'enchère, on veut pas tous le même nombre de cartes, mais non, on veut pas tous le même nombre de cartes parce que si on va aussi avoir des paris, c'est-à-dire que si on prend des cartes de plus trop faible valeur, on va se retrouver trop vite à ne pas pouvoir prendre plus de cartes et voilà. Donc au contraire, c'est un jeu qui se maîtrise dans lequel il faut être assez judicieux dans ses prises de risques et avec un design qui est très 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 malin. Peut-être pas le meilleur jeu du monde, mais en tout cas une idée que j'ai trouvé très très maligne, de juste dire moi j'en veux 2, moi j'en veux 3, etc. Donc c'est vraiment très fort. Donc ça sera chez Yellow. Nous avons une petite news chez Paladis Game, eux aussi. Oui, on a Joss qui est là ce matin, Jocelyn qui est présent sur le chat. Donc on en profite aussi puisqu'on enregistre le matin et on a la possibilité d'avoir aussi les éditeurs qui sont présents parfois et on a un petit aperçu d'un futur jeu de Paladis Game. Alors, c'est un futur jeu qui doit arriver. C'est un jeu qui a gagné le concours de Boulogne au moment où moi, j'étais dans le jury. Donc, c'est un jeu que je connais, que j'ai bien joué, que j'aime beaucoup. J'en dirais pas plus. Que tu nous dis ça. Que tu nous as dit ça 12 fois. En fait, c'était une bonne cuvée parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis en boutique, du coup. Non, je crois que c'est toujours lui, mais ça y est, il se montre. C'est ça la différence, c'est que là, il a, on peut voir un peu à quoi ça va ressembler. Et vous voyez les petites constructions devant soi. Je peux aussi dire que c'est Maud Chalmel qui va l'illustrer. Oui, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et qui s'appelle Leizan. C'est pas pour tout de suite, c'est encore en développement, mais vous pouvez aller sur la page Facebook pour suivre les aventures de ce jeu. Paladis aussi, très très investi dans l'écologie, dans le fabriquer de façon éco-responsable, etc. Donc c'est assez rigolo de parler de ces deux éditeurs ce matin. Et j'ai gagné l'équipe de Paladis. J'y ai gagné l'équipe de Paladis. Je sais pas ce que Rachel dit dans le chat, pardon. C'est sa façon de parler. Rachel de Néoludis, donc quand elle nous parle de ses victoires, elle dit j'ai gagné machin, j'ai gagné Pénélope. C'est pas, elle gagne pas là. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle dit? Non, voilà. Ça doit être une expression toulousaine. Moi c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé forcément et j'ai hâte que vous le découvriez.
Et enfin, le dernier jeu, là, on a beaucoup plus d'infos. Ça sort au quatrième trimestre de 2024, donc en fin d'année. C'est pas un jeu pour enfants, c'est plutôt un jeu pour famille, oui. Mais à partir de assez jeune. Ça s'appelle La Clé du Royaume, c'est chez Lucky Duck Game. Et je l'ai vu passer celui-ci. En fait, on a enregistré le showroom de tous les jeux qui vont arriver en septembre. Alors, on a eu la première info la semaine dernière avec Wild Tiles West, ou je sais pas dans quel ordre sont les mots. La deuxième info, donc publique, cette fois-ci, c'est La Clé du Royaume. On en a présenté 5, je crois, dans notre émission, donc il en reste encore qu'on n'a pas dévoilé. Celui-ci, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais j'ai vu le matos, il est un peu foufou parce que vous avez une partie du plateau qui va pouvoir être ouverte, que vous allez pouvoir retourner. Il se passe des choses pendant la partie. Je réalise est-ce que je t'ai donné d'autres photos que celle-ci? Non, pas du tout, bien sûr. J'ai pas fait mon travail jusqu'au bout cette fois, j'ai l'impression. Si, on a quelques. Alors, on a des visuels essentiellement, mais. C'était ça. C'était le plateau qui s'ouvre. Alors, au tout début, quand j'ai vu le pitch de ce jeu, je me suis dit, parce qu'on va faire un truc qu'on fait plus trop dans les jeux, on lance un dé pour se déplacer. Puis on va avancer et on va jouer des cartes ou tomber sur des cartes événements. En fait, c'est un peu un jeu de loi très amélioré, puisqu'on va pouvoir énormément mitiger ces dés, trouver des objets. Surtout. On a un équipement, cet équipement va nous aider à changer les dés, puis on a des missions. On va devoir trouver telle ou telle chose, aller à tel ou tel endroit. Le plateau effectivement s'ouvre. Enfin, en fait, je pense vraiment, ça vise à être joué par un public assez large, dans le sens famille très jeune jusqu'à très vieux, ce genre de jeu un peu fédérateur et en même temps, il y a de l'idée que ça soit, reprenons cette mécanique du jeu de loi, on est d'accord, c'est pas vraiment un jeu puisqu'on ne choisit rien, et essayons justement d'en faire un jeu en rajoutant des choix partout, d'objets à utiliser, d'objets à trouver, de chemins à faire. À voir si ça fonctionne, mais La Clé du Royaume, c'est une sortie pour 2024. Le jeu est de Matthew O'Malley et Ben Rosset. C'est pour 2-5 joueurs, des parties de environ 1 heure et à partir de 7 ans. C'est ça que j'insiste. C'est vraiment l'idée de jouer avec des plus jeunes, mais un vrai jeu quand même. Et c'est Restoration Games dont on voit le logo sur la boîte qui nous indique, mais là je me suis pas renseigné sur ce jeu en particulier, ou je me souviens plus, peut-être ça a été dit, je me rappelle plus, probablement d'ailleurs. C'est un éditeur qui se spécialise dans la republication de jeux qui ont existé il y a un certain temps, mais en renouvelant complètement les mécaniques. Également, ils l'ont fait sur pas mal de jeux dont on a parlé et qui sont d'ailleurs souvent en partenariat avec Lucky Duck Games. Il y en aura d'autres qui vont arriver encore très prochainement chez Lucky Duck Games. Je ne sais pas si on aura d'en parler pour l'instant, donc je ne vais pas le faire. Eh bien, continuons et partons à travers le monde maintenant. Partons des plages de France pour aller à travers le monde. Et on va aller d'abord en Nouvelle-Zélande pour un jeu dont la couverture est assez classe. C'est Expédition Tour Darwin 4. C'est de Bobby Hill, illustré par Wayne Barlow. Pour l'instant, on n'a pas d'autre image que la couverture. C'est à partir de 14 ans, 90 minutes, 1 à 4 joueurs. On est plutôt sur du jeu assez costaud. C'est sorti chez Jeux Arcus. Ils avaient pas fait de jeu particulièrement que je connaissais, mais il y avait Storm Raiders dont j'avais entendu parler. On est en 2358 et il y a en gros, on a enfin réussi à partir de notre planète et à s'installer ailleurs sur une exoplanète lointaine, et on va l'explorer. En fait, on va avoir des savanes, des forêts, des nouvelles merveilles biologiques. C'est pour ça que ça s'appelle Darwin 4. C'est parce qu'en fait, il y a un petit côté exploration, découverte d'un nouveau biome, je sais pas comment on dit. Oui, puis il y a déjà eu 2 jeux Darwin l'année dernière, du coup, voilà, je sais pas quel est le 3e, en tout cas, en voilà un nouveau. Voilà. Et on explore le monde extraterrestre de Darwin 4 à la recherche d'une nouvelle vie, on va localiser, étudier des espèces, dans le but d'en apprendre davantage. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de, comme Darwin, quand il est allé sur les îles, là, nous on va sur une planète et on va explorer, recueillir des informations, etc. Chaque scientifique partagera son travail avec ses gardiens inoffensifs, c'est-à-dire il y a les autochtones, les IMA, ce qui lui fera gagner de la réputation. On en saura plus bientôt, mais pour l'instant, voilà tout ce que nous savons. Le jeu suivant, c'est
Garden, on part alors ouais, je fais des détours un peu bizarres. Allons plutôt vers en Ohio. Ouais, on va en Ohio et on va jouer à Rivals of Rock. Ah, je range mon Tea Garden du coup. Ok. Pardon, c'est vrai que c'est pas très sympa de ma part. Donc là, cette fois-ci, ambiance musicale pour ce jeu. Alors, je vois la couverture. Pour l'instant, je dois dire que j'ai rarement aimé un jeu sur la musique, en tout cas un jeu de plateau sur la musique. Non. J'ai peu d'exemples. Je sais qu'il y en a un que tu avais bien aimé, toi, c'était Come Together l'année dernière. Oui, je l'avais bien aimé. C'était celui que j'avais préféré parce que mais là, on est un peu sur le même genre de thème, mais dans Come Together, on gérait un festival de rock. Ouais. Et là, on va gérer la vie d'un groupe de rock, c'est-à-dire qu'on incarne un groupe de rock. Alors, il faut savoir que le jeu est créé par Candice M. Harris. Et Candice M. Harris, c'est une créatrice de contenu pour Board Game Geek. C'est une des animatrices de Board Game Geek. Et elle est aussi, je crois, passionnée de musique. Et donc, elle a créé un jeu sur la musique. Peut-être même est-elle musicienne, mais ça, je n'en sais pas plus. On va dire que oui. On est le leader d'un hard-working, d'un groupe de rock qui travaille dur. Et là, on gère sa vie de groupe de rock. Donc, on va devoir répéter, on va devoir trouver des salles de concert, on va devoir faire plusieurs concerts pour avoir un peu de public qui s'amoncelle et pouvoir jouer dans des endroits plus grands. Et en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec plusieurs types d'ouvriers différents. Donc, pareil, on en sait assez peu, mais ça sera plutôt un jeu expert. 60-120 minutes à partir de 15 ans pour 1 à 4 joueurs. Alors oui, le visuel, j'ai l'impression que tous les jeux sur la musique ont des visuels qui ne donnent pas envie de jouer au jeu. Pardon, c'est dur. Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait un vrai jeu sur la musique qui sorte et qui m'ambiance vraiment fort. Comme je dis souvent. Ça arrivera peut-être. Pour l'instant, j'ai pas été convaincu par tout ce que j'ai vu sur ce thème-là. Mais bon, il n'y a pas de raison. C'est un thème comme un autre. C'est simplement, ça n'a pas, séduit. C'est un thème qui est super difficile. C'est comme le cinéma. En fait, c'est des thèmes qui sont tellement sexy dans la vraie vie. C'est la musique, c'est bien dans la vraie vie, etc. Que de les porter en jeu, il y a toujours un côté genre. Ah ouais, mais on n'est pas un vrai concert. Enfin, je me comprends. Parce que c'est tous les thèmes culturels qui ont du mal à avoir des jeux, parce que c'est la peinture, le livre, le cinéma. Exactement. Voilà. Et c'est des thèmes qui se portent mieux eux-mêmes que dans les jeux, alors que tous les thèmes qui sont pas sexy, du style gérer une boutique ou une ferme. Faire de la comptabilité, ça existe, il y en a plein. Et ça marche bien et ça rend la chose fun en fait, tout simplement. Ça la rend facile et fun. Donc c'est presque un effet inverse. On va au Canada pour voir le jeu de Adrian Adamescu et Cole Smith qui s'appelle 3 Magi, j'imagine. 3 mages. Ouais, les 3 mages Je vois déjà la belle musique qu'on va mettre en fond sonore pour jouer à ce jeu, ça va être super. Et puis en boucle. Et c'est ça qui va être bien. Ça va être super, j'ai hâte. Ça va être vraiment chouette. 2 à 4 joueurs, des parties de 60-90 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu donc de craft, de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. Et alors j'allais dire un jeu historique, non, mais je sais pas si t'as remarqué, depuis quelque temps, on a des jeux à thème religieux. On a eu Jérusalem, Anno Dominici, on a eu récemment, on a Ezra et Néhémia qui arrivent chez Pixie, et là on a les 3 mages. Et donc, c'est le voyage des 3 mages à travers le désert pour rejoindre le petit enfant qui est né dans une voilà, vous pouvez faire une soirée à thème, parce qu'il y a le jeu sur les fromages aussi qui va sortir dans pas longtemps. Vous pouvez enchaîner les deux. Voilà, merci, ça, je l'ai pas du tout vu venir. Donc c'est du placement d'ouvriers et de la gestion de main principalement, et on va devoir naviguer. Donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu en fait, peut-être un jeu de course ou peut-être un jeu où on va devoir se dire, je vais prendre ce trajet-là, c'est ce qui va me permettre d'arriver jusqu'à bon port avant les autres, ou peut-être mieux que les autres. On va pouvoir crafter des objets, utiliser des objets pour mieux trouver notre chemin, résoudre des actions. Donc, on n'en sait toujours pas plus. Je fais beaucoup de suppositions, mais c'est toujours sympa d'avoir des thèmes qui sortent de l'ordinaire. Après, ça en fait pas forcément des bons jeux. J'ai pu jouer à Jérusalem et Ezra et Néhémia
Les deux m'ont vraiment beaucoup déçu. Donc il faut que le jeu suive derrière, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours attirant de jouer à quelque chose auquel on n'a jamais joué au niveau du thème. Un thème qui est assez rigolo d'ailleurs, le voyage des 3 matchs, je peux comprendre qu'on se dise tiens, un jour on fera un jeu sur leur parcours. C'est édité chez Bedouin Games. Ça m'a fait rire. Rise, ils avaient fait d'autres jeux sur le même thème, Rise of Babel ou The Flood. Voilà. Les 2 derniers jeux. Alors on va aller en Corée. Voilà, oui. On fait demi-tour là. Cette fois-ci on y va. Ouais, on va en Corée et on va jouer à un jeu de Géonil. Enfin, on va regarder un jeu de Géonil qui s'appelle The Yellow House. La Maison Jaune, ça sort chez Mandu Games. Mandu Games, ils ont fait Alors, on a parlé juste avant du fait qu'il y avait peu de jeux sur l'art. Et celui-ci, c'est complètement le cas, puisque là, cette fois-ci, vous voyez sur la couverture que vous avez, alors c'est quoi? C'est Van Gogh et Gauguin. Et Gauguin, qui sont ensemble et qui vont discuter. Alors, c'est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs uniquement chez Mandu Games, mais avec un thème, là, très culturel. Du coup, est-ce que ça va marcher? Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Van Gogh et Gauguin, c'était pas forcément une histoire hyper simple, parce que c'était, ils sont partis à Arles ensemble pour peindre pendant des années, et c'est à ce moment-là à peu près que Van Gogh s'est coupé l'oreille et ils ont eu il y a eu des crises vraiment très fortes. On n'a jamais vraiment trop su le sujet exact des crises, mais ça a été une amitié assez explosive et tumultueuse même, on peut dire, mais de cette amitié-là, ils ont beaucoup parlé peinture, ils ont beaucoup évolué dans leur style, ils ont beaucoup critiqué l'un l'autre leur style aussi, donc c'était assez dur, je pense. Voilà, ils peignaient exactement, Paul. Dans le chat, pardon. Et donc là, c'est un jeu de cartes d'escalade, justement. Enfin, je sais pas comment on peut traduire ça, mais c'est le mot que j'ai traduit, où on va poser une carte et essayer de monter en valeur. Et je pense de se débarrasser de ces cartes de la main, parce que c'est pas marqué clairement que c'est un jeu de défausse, mais en gros, on va avoir des cartes dans sa main de plusieurs types de peinture. Donc on a 4 éléments. On a l'argent, l'inspiration, la passion et le skill, la technique, on va dire. Et on va devoir se jouer des cartes par-dessus l'autre, et on doit toujours mettre en fait, à chaque pli, il faudra mettre la couleur qui n'a pas déjà été jouée dans le pli, et il faudra la mettre d'une valeur supérieure à tout ce qui a été joué avant. Et je pense que quand il va y avoir des rounds, on verra un peu plus tard, mais ce sera celui qui gagne 3 rounds qui gagne la partie. C'est des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. On est dans cette vibe de jeu de pli, jeu de défausse, jeu de cartes actuel. Moi, j'aime bien la couverture, j'aime bien le style. Oui. Ouais, j'aime bien, vraiment j'aime bien. C'est illustré d'ailleurs par Edu Van Gogh lui-même. Edu Valls qui avait fait des choses qui me plaisaient moins, comme Bitoku, mais des choses qui me plaisaient bien, comme Tri-Ring Circus ou Redwood. Il a des styles hyper différents. Ouais. Il fait des choses super différentes, et là c'est encore très très différent. Donc après, il y a une inspiration qui est forte quand même sur ce jeu. Ça aide un peu aussi à trouver un style graphique. Voilà. Mais bon, il maîtrise, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment une très chouette couverture et le genre de jeu que j'aimerais bien voir. Donc, Mandu Games, ça peut arriver. C'est bon, c'est pas impossible. En plus, il y a alors les bons jeux Mandu Gauguin. Games sont publiés en version française. C'est ce que je veux le dire comme ça. C'est une formulation qui est pas très élégante, je suis désolé. On espère que c'est un bon jeu. Ils ont pas tous été traduits, mais les derniers, en tout cas, ont été traduits en version française. Ouais, on espérera que c'est un bon jeu. Le dernier jeu, c'est on part en République tchèque. Bon, on a fait des aides, on n'a pas du tout été écolo sur ce coup-là. Ouais, mais c'est marqué Albi, donc ça va. Ouais. Elle est drôle, donc publié par Albi, c'est un jeu de Thomas Olek, illustré par Barbara. Waouh. Il y a un S, un R, un P et un Z à la suite, je sais pas quoi faire, mais ça doit être Ziskova. Voilà, Barbara Ziskova. Et c'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 90-120 minutes. À partir de 12 ans, on est sur du jeu expert, medium weight, on va dire. C'est un jeu dans lequel on va jouer on va cultiver du thé, et il y a un système de double ressource, en fait une ressource unique qui devient une double ressource, puisque le thé fermenté, le thé frais va pourrir entre guillemets, mais le thé une fois séché se conserve et prend de la valeur plus le temps passe. Donc on va avoir un système, comme on voit là sur la petite piste, de double de ressources où
nos feuilles vertes vont perdre de la valeur avec le temps et nos feuilles marron vont prendre de la valeur avec le temps. Donc ça, c'est le petit système économique assez malin de ce jeu. C'est un jeu de farming, comme ils disent, gestion, production, etc. Mais avec ce système économique-là que je trouve plutôt malin. C'est pour l'instant pas du tout, voilà, pas d'annonce de localisation ni rien. On va être témoin de la naissance du thé, enfin de la culture du thé et dans l'ancienne Chine. Et moi, j'aime bien ce genre de jeu aussi. Donc, ça fait beaucoup penser à Alubari qui était paru chez. Est-ce que c'est Studio H ou Funny Fox? Je me rappelle plus. Je crois que c'est Studio H. Peut-être l'un des tout premiers jeux qui est paru chez cet éditeur et qui nous proposait un plateau comme ça avec le même genre de décor et aussi la culture de différents types de thé, si je me souviens bien. Alors, c'est vrai que c'est un thème qu'on voit de temps en temps. C'était des thés de valeurs différentes, mais c'était pas tout à fait il y avait pas le système de vieillissement dans mon souvenir, mais peut-être je me trompe. Oui. C'est pas le même jeu, dans Alubari, il y avait une espèce de trajet, et là, mais effectivement, il y a des points communs, ça rappelle. Déjà le thème. Et sinon, petite image, il y a des images de Aeterna dont on avait parlé la semaine dernière, et comme j'aime bien suivre un petit peu quand même nos annonces, la semaine dernière on avait que la couverture en image à vous proposer. C'est le prochain jeu de Martin Wallace dont on a parlé la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir l'épisode de la semaine dernière pour voir toutes les finissez celui-ci avant, mais oui. Voilà, finissez celui-ci. Mais là on est sur du gros jeu, 45-120 minutes, 4 sur 5 en difficulté sur BGG. Peut-être c'est juste indicatif pour le moment, mais on est plutôt sur du très gros jeu avec et où on va. Moi, ça j'adore. Hein, c'est la romantique sur plusieurs décennies où on va incarner une famille. Voilà. Et on a l'image du plateau et c'est plutôt beau. Ça me plaît bien. Ça me donne très envie. Eh bien, c'est le moment de vous parler des jeux qui paraissent. Ce sont ceux qui arriveront peut-être plus tard en boutique, mais ceux qui paraissent, qui sortent cette semaine en boutique. C'est parti. Alors, quelques jeux qui sortent. Alors, ça dépend évidemment de ceux qui sont arrivés à bon port ou pas. Et c'est assez variable puisque j'essaie de lancer mon aperçu en même temps. C'est pour ça que je brode comme toujours sur cette rubrique de sortie en boutique. C'est assez variable parce que ça dépend, vous l'avez compris, des transports aussi. Alors, les jeux qui arrivent cette semaine en boutique. Backstory, Seul sous la glace. C'est le sablier d'or de cette année 2024. Donc forcément, on a été très impatients de le voir arriver. Ça y est, vous allez pouvoir vous lancer dans une grande aventure. C'est publié par la boîte de jeu. C'est une idée originale d'Anthony Perron et Jules Messot. Ce scénario-là est signé par Benoît Bagnier et Jérémy Ducré. 60 minutes de jeu. Une vraie aventure, et il a une particularité, ce jeu, c'est que très souvent, quand on a des jeux narratifs d'aventure, d'enquête, parfois là c'est pas vraiment une enquête, c'est plutôt une aventure, on cherche à obtenir la bonne fin du jeu. Dans celui-ci, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vivre une aventure tous ensemble, de partager une émotion, de se raconter une histoire. Vous aurez la fin que vous aurez. Vous ne pourrez pas rejouer au jeu parce que vous le connaîtrez derrière. C'est vraiment, on joue comme on vit une aventure, comme on regarde un film. Je te vois osciller de la tête, mais ça dépend. Je disais, on a quand même très envie d'arriver à bien finir. Ouais, on a très envie, mais c'est difficile de rejouer parce que tu connais ce qui va se passer, donc tu sais les actions. Pas sur le modèle Carte Aventura où tu recommences au début et les choses ont changé. Pas du tout, c'est un one shot, mais faut y arriver, quoi. Évidemment. Le but, c'est d'essayer d'arriver à une fin, mais alors, c'est le cas sur cette boîte. On peut avoir l'impression, effectivement, de se dire, j'ai réussi, j'ai raté, mais c'est pas forcément le cas sur toutes les boîtes. J'ai rejoué, moi, à pas mal de scénarios qui sont en cours de préparation, et sur certaines, vous vivez une aventure selon votre personnalité, vos actions, vous n'allez pas vivre forcément la même chose, vous le choisissez, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin, il y a une plus ou moins grande réussite, mais à la limite, ça dépend de ce qu'on cherche dans le jeu. Vos choix, votre aventure, comme dit Aline dans le chat. La deuxième boîte dont on vous parle aujourd'hui, c'est Celtae, qui est publié par Matago. Celui-ci, je le connais pas spécialement, donc moi, je vais pas m'attarder beaucoup dessus. Tu n'hésites pas à me dire. Oui, alors c'est un jeu de Orlando Sa avec un système de jeu de rondelles. On est quand même sur plutôt de l'initié plus que de l'expert. Hein. On n'est pas dans du jeu très gros jeu expert. J'ai
j'ai pas encore joué au jeu. Je vais pas m'exprimer dessus. C'est un terme qui m'impressionne à chaque fois, le jeu de rondelle, parce que pour moi ça évoque rien. J'ai du mal à l'accrocher à une mécanique réellement. Alors moi, je voulais c'est marrant, parce que je suis assez expert en jeu de société, mais là, tu vois, c'est un truc qui me parle pas du tout. Alors le jeu de rondelle, c'est la traduction littérale que je fais du rondel game, qu'on appelle en américain, et que je traduis en qu'on pourrait traduire plus élégamment en jeu de manège. Mais c'est quand vous avez une piste qui est ronde et sur laquelle vous allez tourner en rond pour prendre vos actions en étant toujours le dernier à partir. Par exemple, je pourrais citer Iki est un jeu de rondel game, ou Maracaibo et par exemple, il y en a plein qui existent comme ça. Alors Maracaibo, pas tout à fait, parce que c'est vraiment le rythme qu'on va donner à ce trajet. Il y a Teotihuacan aussi qui était très connu dans ce genre-là. Monopoly. Tu veux dire que c'est toujours le dernier qui joue, c'est ça, celui qui est le plus en retard sur la piste? Toujours, mais il va souvent y avoir une idée de timing donné. Alors effectivement, dans Maracaibo, celui qui arrive en premier, il va un petit peu, mais je crois que dans Iki, c'est plutôt un cercle sans fin et que c'est pas toujours le dernier qui joue, mais c'est un peu le premier arrivé, le premier servi. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Iki, mais oui, mais circulaire et le dernier avance en premier. Voilà. Mais c'est souvent le dernier qui avance en premier, effectivement. Ok, voilà. C'est parce que tu vois, quand on parle de jeu de poserie, tu comprends à la dénomination ce dont il s'agit. Là, avec jeu de rondelle, moi, je suis très très embêtée parce qu'il n'existe pas Alors en français, ce serait rouelle ou roue. J'ai fait des recherches dessus, pas mal de confusion dans ce terme valise. Effectivement, mais moi j'aime bien le terme de manège parce qu'on voit bien l'idée du manège qui tourne et cette sensation de circuit en rond en fait. Mais c'est pas si simple. Ça pourrait être aussi un jeu circuit, mais à ce moment-là, on penserait au jeu de voiture. Bref, j'ai pas trouvé le mot. Voilà, donc en attendant, je dis un jeu de rondelle, ça fait marrer tout le monde. C'est déjà ça. On enchaîne avec Cobra Pound, donc un jeu de rapidité et de dextérité qui paraît chez Wilson Jeux, signé par Derek Weston. Le jeu suivant, c'est Decal, qui paraît chez Gigamix cette semaine. Donc, on avait annoncé la semaine dernière, je crois, mais c'est visiblement cette semaine qu'il sort en boutique. Ou alors je me confonds. Je me mélange peut-être entre les annonces, les trucs décalés et tout ça. Je sais plus si j'ai déjà annoncé les jeux. Pardon. Voilà, exactement. Il est peut-être pas décalé celui-ci. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir glisser des numéros. Alors au début, on a un tableau qui est complètement inconnu, on connaît pas les cartes que l'on a. On va retourner chacun en même temps une carte qu'on va poser au centre de la table, puis les joueurs vont choisir en fonction de l'ordre du tour une des cartes qui a été posée au centre de la table pour la glisser dans son tableau en faisant un petit taquin. Et le but, c'est que des numéros adjacents les uns aux autres s'annulent pour pouvoir marquer le plus petit score possible, puisqu'on ne comptera que ceux qui ne sont pas annulés. Voilà. Oui, on retrouve l'essentiel de la mécanique du skijo, mais avec du taquin. Voilà, il y a du taquin. En fait, ça change quand même beaucoup les sensations de jeu, parce que là, vous allez devoir essayer de réfléchir, même si vous êtes sujet au hasard. Voilà, tout est dit. Nouvelle édition de Diamant, le jeu de Bruno Feduti et Alan Moon, qui paraît chez Yellow, illustré cette fois-ci par Paul Maffaillon. C'est un classique. Il a le droit à un nouvel écran, ce Diamant. Oh, waouh! Bah oui, attends, c'est travaillé, qu'est-ce que tu crois? Ouais, non, un classique du stop ou encore, si vous l'avez pas encore, c'est le moment de vous stopper dans votre boutique pour pouvoir le prendre. Excellent jeu. Guilty Monaco 1955, c'est le nouveau jeu d'enquête de Johan Servet, complexe, qui va vous demander 3-4 heures de jeu. Le premier avait séduit pas mal de monde, en tout cas les amateurs de ce type de jeu. C'est une petite boîte, mais qui avait bien plu. Donc voici la nouvelle version qui vous emmène cette fois-ci à Monaco. Des jeux d'enquête avec beaucoup de textes et beaucoup d'indices et beaucoup de fausses pistes, etc. C'est très très riche. Aniwa, c'est un jeu de placement de tuiles qui ressemble à un puzzle. Celui-ci, moi je le connais pas. Hein, c'est Akira Yasunaga, ça nous vient du Japon. C'est Musoka Studio qui le publie en version française. Encore ce studio dont j'ai encore joué à rien, mais où c'est des jeux français, mais qui veulent s'inspirer des codes asiatiques dans les jeux coréens, etc. Donc un peu du manga à la française, comme il sort énormément de jeux. En tout cas, j'en ai pas joué non plus, donc je suis curieux de découvrir aussi. J'aimerais bien, moi aussi. Qui pourquoi? Donc c'est pareil, ça on l'avait annoncé la semaine dernière, non? Oui. Est-ce qu'il s'est glissé dans ma liste ou est-ce qu'il a été décalé cette semaine? Je ne sais plus. Je crois qu'il a été décalé cette semaine. Oui, je le vois. Donc celui-ci on en a déjà parlé. C'est un jeu dans lequel il va falloir associer des personnages dessinés par Edoul à des définitions et essayer d'être unanime sur le personnage qui correspond à chaque carte. Link City, ça apparaît cette semaine, c'est chez Banjo,
et ça doit être le premier jeu original publié par Banjo, un jeu dans lequel vous allez construire une ville en associant vous faites de l'association d'idées en fonction des bâtiments qui se juxtaposent les uns aux autres. S'il y a un parc à côté d'une gendarmerie, peut-être que vous allez essayer de placer un élément qui correspond juste à côté. On a fait une vidéo dessus, donc on va pouvoir vous la diffuser sur la chaîne parce que là je suis en train de très très mal vous l'expliquer. On essaye de faire une ville harmonieuse. On nous dit dans le chat que Qui Pourquoi a été en boutique il y a 15 jours. Donc des gens ont pu l'acheter déjà en boutique. Juste pour ceux qui diraient on se mélange un peu sur les dates de sortie, on voit des choses, parfois c'est repoussé, etc. Mais on n'a pas forcément, sachez-le, on vous présente en fonction des informations qui nous sont données, mais comme elles varient beaucoup, ne vous fiez pas à ce que l'on dit comme si c'était la vérité. Et puis surtout, les boutiques, elles achètent pas les jeux tout au même moment. Voilà, ça va vous donner un ordre d'idée en fait. Par mois auprès d'un distributeur. Donc le moment de l'arrivée dans votre boutique n'est pas forcément celui que l'on évoque dans notre émission. Donc c'est coopératif. Link City, on va essayer de faire la ville la plus grande possible, mais c'est surtout un jeu d'ambiance, de discussion, d'échange, de partage et ces jeux dans lesquels on n'est pas d'accord et on débriefe après la partie sur les choix des uns et des autres. Monster Club, un autre jeu que je ne connaissais pas, celui-ci, c'est Bad Luck Games qui le publie, c'est Alexandre Droit, lui que je connais bien, l'auteur du jeu, et je le découvre juste cette semaine. T'en as pas entendu parler non plus de celui-ci? Pas du tout. Illustré par Pauline Détraz, mais pas du tout, je connais pas du tout. Pas dupe. Donc celui-ci, on a eu l'occasion je crois que tu l'as présenté, c'était toi qui avais fait la présentation à Cannes, tu avais reçu l'auteur ou l'éditeur, je ne sais plus, mais en tout cas vous aviez eu l'occasion de faire une petite partie et il y avait beaucoup d'ambiance pendant cette émission. Alors, je vais être un peu sincère, l'auteur et éditeur est très sympathique, mais le jeu, on y a déjà joué des centaines de fois. C'est le jeu du dictionnaire, grosso modo, oui. Voilà, c'est le jeu du dictionnaire, et je trouve même que le système entre guillemets, des fois il y a un petit système de scoring qui peut être malin. Là, je l'ai pas très bien compris. On avait reçu 2 personnes en même temps. Il y avait Pas Dupe et il y avait un autre jeu qui était le jeu de Charles, qui était lui un jeu de chant et qui était plus rigolo, plus malin. Donc Pas Dupe, je le recommande pas. Mais ils étaient très sympathiques. J'aurais aimé pouvoir. Je crois que c'est un bon souvenir. On en a beaucoup parlé de cette émission qui avait été enregistrée lors des lives que l'on faisait au Festival international des jeux de Cannes. On avait tenu l'antenne pendant toute la durée du festival et c'était des chouettes moments. On adore croiser les éditeurs, les auteurs, parler de leurs jeux, vous les présenter. Voilà, ça y est, ça arrive en boutique cette semaine. Le jeu suivant, c'est Rebelle Princess, qui arrive également en boutique, le jeu dans lequel vous allez incarner des rebelles, un jeu de cartes avec des combos de cartes, un jeu de pli décalé plus exactement. Oui, t'es encore sur le décalage, hein. Je pense que tu t'es très décalé ce matin. Oui. Mais oui, un jeu très chouette visuellement. Assez classique, hein, mais en fait il y aura une carte qui va vous donner une règle différente à chaque tour, donc à chaque manche, donc c'est ça qui va rendre le jeu un peu plus dynamique. Moi je l'ai trouvé qui manque un peu par rapport à tout ce qu'on a en ce moment de propositions de jeux de pli extrêmement originaux. Là on est vraiment plus classique. Mais il a l'avantage d'être très joli. C'est ça aussi qui est parce que vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les différentes cartes. Ça compte aussi parce que quand on a le choix, on en a vu d'autres, des jeux de pli très malins, mais qui étaient assez moches de mon point de vue en tout cas, auxquels j'ai pas envie de jouer du coup. Voilà. Oui, Robotrix, c'est génial, mais c'est moche. D'accord, on sait, mais c'est génial. J'ai rien dit. Room 25 Double Rush, donc c'est un autre jeu dans cette gamme de jeux en pochette qui est publié par Matago, les Wallet Games, et celui-ci est signé par François Rouzet. C'est une création interne de Matago. Jusqu'à présent, on avait des traductions de jeux étrangers. Il y en a quelques-uns qui sont créés directement par Matago et proposés donc dans cette collection-là. Donc là, on est dans Room 25, donc le but c'est d'être le premier à sortir. Ça se joue à 2 joueurs. Ouais. Je n'ai pas joué à cette version. Un autre jeu de Musoka Studio qu'on n'a pas joué non plus, c'est Split. C'est Yusuke Sato qui en est l'auteur. Et là, on voit des formes un peu Tetris sur le jeu, mais c'est tout ce qu'on pourra vous en dire. Alors, en fait, en gros, vous allez avoir une carte qui vous montre un motif. Et il y a toutes les cartes de Tetris autour. Et vous devez être le premier à montrer les 2 cartes qui peuvent se combiner pour composer la forme qui est au centre. C'est-à-dire, il faut être très rapide dans sa tête à former le puzzle et à dire c'est ces 2 cartes-là qui sont utilisées, voilà, puisque vous n'êtes pas aidé par les couleurs. J'ai des doutes sur bref, mais ça reprend un peu la mécanique du bongo. Oui, mais c'est rapidité et sens de l'observation, c'est les thèmes principaux. Un tarot sur le Tour de France, on passe très vite, c'est proposé par Stratosphère.
Et alors ça passe très vite, on l'a mis quand même puisque Aline insistait là-dessus. Elle trouvait ça chouette que ça réutilise les étapes du Tour de France 2024. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Et puis Tropicool, pour terminer, je crois que c'est le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui. C'est le jeu qui est publié par Potam Games, celui-ci. Donc on a reçu la boîte, elle est juste là. Tropicool. J'ai toujours pas joué, donc moi je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un jeu de roll and write dans lequel vous lancez les dés, vous allez compléter, vous allez essayer d'attraper les figurines en bois qui sont là et vous allez compléter votre butin sur votre fiche individuelle effaçable. Voilà, j'ai pas encore le temps d'y jouer. J'avais prévu d'y jouer à midi puis j'ai pas eu le temps la fois dernière. C'est à notre programme des prochaines séances de jeu. Tout à fait. Ah j'avais oublié Tucana Builders qui est un autre honneur. Alors c'est pas vraiment un roll and write, Tropicool, mais celui-ci en est vraiment un. Tucana Builders, publié par Matago. Oui. Et que j'ai depuis un moment parce que je l'ai pris à Sun et j'ai toujours pas joué non plus. C'est le moment des financements participatifs. Mais avant ça, jingle! Alors, par quel financement on commence ? Par quoi on commence ? Ça, c'est une bonne question. Par le plus petit et celui qui me prendra juste quelques minutes, c'est Dominance. Alors, j'ai fait une petite sélection. Je me suis autorisé un petit choix personnel, pas forcément un choix de jeu. Le dit, à chaque fois on fait ça maintenant. Voilà. Dominance, c'est un jeu qui, c'est une toute petite boîte qui coûte pas très très cher et avec assez élégante, je trouve, visuellement. On va jouer. En fait, c'est le genre de jeu où on est sur un jeu de 2 à 4 joueurs de majorité, mais pas où on va essayer d'avoir, nous, avec notre faction, de la majorité sur le terrain, mais ce genre de jeu où on va manipuler les éléments du terrain tout en misant sur celui qui aura la majorité en fin de partie. C'est-à-dire, on se dit un petit peu, je vais essayer de faire avancer les rouges. Alors là, c'est pas les rouges, vous allez voir, mais c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est le matériel. Enfin, l'idée du matériel. Et je vais essayer de faire que les rouges soient plus présents sur le terrain et du coup je vais plus investir dans eux et je vais espérer que ça soit eux qui gagnent à la fin. Donc c'est plutôt cette logique-là. Et le jeu est une toute petite boîte et en fait les pièces de métal que vous voyez, ce sont les factions et c'est assez élégant en fait quand vous mettez le plateau en place. Vous avez les petites tuiles avec les régions. Et vous allez manipuler ces pièces sur le terrain. Donc à votre tour, vous allez soit pouvoir rajouter une pièce sur une région, soit pouvoir déplacer une pièce, je crois, ou retourner, voilà. Et des fois, vous allez pouvoir faire des batailles pour essayer de revendiquer un terrain par une pièce. Et là, il va y avoir une phase d'enchère avec les pièces que vous aurez récupérées, parce qu'à votre tour, vous pouvez aussi récupérer une pièce sur le côté. Et les pièces qui sont sur le terrain comptent aussi dans la bataille. Et donc, vous allez vous battre vous allez choisir votre clan, vous allez vous battre pour lui. Celui qui gagne remporte le terrain et ensuite, en fonction des pièces que vous aurez derrière votre paravent en fin de partie et des majorités qui sont sur le terrain, et vous gagnerez plus ou moins de points. Vous allez pouvoir placer des petits bâtiments aussi qui vont augmenter la valeur de tel hexagone ou tel hexagone. Donc, c'est tout petit, mais je trouve en fait que le design est assez élégant et ça me plaisait bien. C'est 19 € la boîte de base. Le pledge sera livré en décembre 2024. Bien sûr, faut compter la TVA, les frais de port, etc. C'est pas 19 €, mais c'est juste que c'est une petite boîte. Ça, je suis pas très sûre que ça soit le genre de jeu qui sera jamais localisé. C'est aussi ça. L'idée, c'est de vous présenter des jeux des fois où on se dit, tiens, un petit objet. Un petit bonbon qui sera pas forcément localisé. Je sais pas si t'as montré le projet ou s'il y a juste mon visage depuis tout à l'heure. Si, je l'ai montré. Attends, non, en fait, je voyais pas. J'étais sur ma page, pardon. Et c'est un jeu de Michel Quondam, ou Kondam, je sais pas comment ça se prononce, illustré par Jaroslav Radecki et c'est publié par GeoCities. Ça doit être italien. C'est un jeu de majorité. Non, je sais pas comment on le prononce. Ouais, GeoCities, je pense que c'est 30 minutes de jeu, on est sur du jeu très très accessible, ça me fait penser un peu à 8 minutes pour un empire. Oui, c'est dans cette veine-là. Jeu très très simple, très accessible parce qu'on nous cite sur le chat des jeux qui sont beaucoup plus experts avec Dominant Species où là c'est plutôt 3 heures de jeu que 30 minutes.
Voilà. Et c'est tout. Ça se joue. C'est extrêmement simple à expliquer. Et donc, si vous êtes intéressé par ce genre de petit ovni, il est en financement jusqu'au 29 juin. Ensuite, nous allons passer à l'actualité du moment. J'en ai choisi un parce que en fait, il est en financement et on en a parlé. C'est Clash D-Day spéciale édition. En fait, Clash, c'est un jeu qui existait depuis quelques années. Je sais pas de quand date, je suis en train de chercher. C'était un jeu qui s'appelait Clash of Ardennes, sur la bataille des Ardennes. C'est en gros, c'est du... Alors, j'ai envie de dire wargame, mais ça n'en est pas du tout. Quand on regarde le plateau, quand on voit le fonctionnement du jeu, c'est encore presque moins un wargame que Mémoire 44, malgré son air très wargame. Et voilà, ils ont fait d'ailleurs une vidéo, tu vas voir. Alors, il y a rien sur le gameplay. Par contre, ils montrent longuement les dessins faits à la main et au crayon. Je pense qu'il y a tu vois le crayonné et tout. C'est assez, c'est très joli. Par contre, ça n'explique rien du jeu. Donc ça m'a fait rire. Et je cherchais justement des informations sur Clash of Ardennes pour vous en parler. J'ai oublié de me les mettre sous les yeux, mais c'est un jeu qui date de 2022 à l'origine, de Elwin Clapper, illustré par Elwin Clapper et Steve Wundenberg. Et c'est de l'autopublication, c'est pour 2 joueurs, c'est à partir de 12 ans, et c'est assez léger. Le principe, si vous aviez des images du gameplay, mais c'est pas si simple, c'est que vous avez plein de tuiles de votre faction, et votre adversaire a également plein de tuiles, et le plateau est divisé en lignes, en grandes lignes, sur lesquelles vous allez pouvoir poser vos tuiles, et vous allez avoir un objectif caché, et l'autre, un objectif secret, et l'autre aussi. Et en fait, ces tuiles, au moment où vous les posez, elles se comportent d'une certaine façon. Vous allez c'est très très particulier. S'il n'y a pas d'image, ça va être difficile à vous expliquer, mais en gros, vous allez placer une tuile, puis vous allez pouvoir en placer une autre, coller juste devant, et vous allez essayer de faire des lignes comme ça qui vont un peu plonger vers l'adversaire. Voilà, là déjà on voit les lignes, vous voyez, plonger tout droit. Et quand vous les posez, certaines tuiles vont détruire les tuiles qui sont autour, à leur niveau, avec sur les côtés ou devant, ou faire un barrage qui empêche d'attaquer par devant, etc. Et donc vous allez pouvoir construire des colonnes de tuiles, détruire des colonnes de tuiles, et essayer d'atteindre votre objectif. C'est pas très long, c'est pas très difficile, et c'est un jeu sur le thème. Encore une fois, à la base Clash of Ardennes, c'est sur la bataille des Ardennes. Là, on est sur le débarquement. Ils ont sorti une boîte exprès par rapport aux 80 ans. C'est en financement en ce moment sur GameFound. Ça a encore 27 jours pour pledger. Il a été pledgé, la boîte va sortir en France. Enfin, il y a les règles en français dans la boîte. Et c'est un petit jeu. Moi, en tout cas, je trouve que le système je sais pas si ça fonctionne très bien, mais c'est original et ça m'a donné envie d'essayer. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en parler. Puis c'était bien dans l'actu. Donc c'est pour 2 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 45 minutes avec une illustration entièrement faite à la main. On le voit dans la vidéo. On le voit dans la vidéo. Il y a un jeu. Alors je me suis dit que c'est toi qu'en parlerais peut-être, puisque en ce moment j'ai vu que vous aviez fait une vidéo dédiée. Mais il y a Mythic Battles Isfet et vous avez fait une vidéo. Alors les éditeurs français qui font des gros jeux en financement participatif ont une grosse actualité en ce moment, puisque c'est le cas de 7e Citadel. Je sais pas si tu voulais en parler spécifiquement de 7e Citadel, juste pour le mentionner, le fait que la campagne de financement participatif est lancée également sur le retour de 7e Citadel. Je le montre très rapidement. Je comptais en parler, ça c'était sûr que j'allais en parler. Tu comptes en parler? Tu peux y aller, j'avais pas l'intention de l'oublier, c'est juste ça. Ok, je ne savais pas. Donc celui-ci, vous avez la possibilité de le récupérer également maintenant pour ceux qui n'ont pas fait la campagne, parce qu'il a été livré il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, aux boutiques françaises 7e Citadel. Le jeu qui est publié par Serious Poulp, qui paraît-il est beaucoup mieux. Mais j'ai pas joué à la nouvelle version. Moi, j'ai joué à la nouvelle version. J'ai fait une vidéo. Si vous voulez aller voir sur YouTube, le replay est en ligne. C'était une vidéo c'était une partie plutôt chouette, avec Rebentis, qui bien sûr avait pledgé, qui est une très grande fan de 7e Continent et 7e Citadel. Moi, je suis pas super fan du système de cartes. J'ai jamais été très fan du cœur du jeu, avec les tests, on retourne, il faut faire des étoiles et tout. Par contre,
au niveau des idées, de l'innovation, ce jeu a été très très fort à son époque. Et je trouve que 7e Citadelle est vraiment la version améliorée de 7e Continent. Beaucoup de défauts qui me dérangeaient, de refaire le même scénario, de pas l'impression d'avoir une vraie histoire, de peut-être un peu manque de profondeur autour de cette exploration. Là, ça a été vraiment ça a été corrigé, ouais. Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc celui-ci, moi, j'ai pas. On explore, on a une vraie sensation de suivre un scénario, et puis après, on va avoir tout le développement de son campement, de sa communauté, et c'est assez fou, c'est assez tentaculaire. Je trouve ça assez dingue. Bien sûr, c'est toujours le même système de base pour ceux qui connaissent 7e Continent, donc qui seront pas. Il faut pas s'attendre à une révolution du système mécanique. Hein. La mécanique est vraiment proche. Il y a un petit peu moins il y a plus de crafting, je crois, qui moi me faisait chier de ouf. Pardon, je suis désolée, mais je trouvais pas ça du tout agréable. Et là, il n'y est plus dans mon souvenir. Et justement, quand même, les cartes, le système est un peu mieux. Donc, je trouve que 7e Citadelle est mieux que 7e Continent. Mais faut aimer le style des tests et de l'évolution dans le jeu. Et là, vous allez avoir un reprint et la possibilité de prendre la boîte collector avec l'extension dedans, et une extension qui est l'extension, je sais plus comment elle s'appelle, mais une nouvelle menace, donc une nouvelle quête, nouveau développement, et un nouveau petit deck de cartes qui permet de renouveler la partie de début, parce qu'il y a une partie d'introduction qui est toujours la même quand on recommence une campagne. Là, il y a un petit deck de cartes qui permet de donner de la variabilité là-dedans. Le pledge de base est à 50 €. Je vais pas mentir, j'ai trouvé ça très cher par rapport aux nouveautés, parce que le pledge de base, c'est juste les nouveautés, et c'est donc une menace et le petit deck de cartes et les cartes qui vont avec la menace et tout. Donc c'est 150 cartes, une boîte un peu vide et tout. Alors par contre, bien sûr, il va y avoir plein d'additions pendant si la campagne se passe bien, à 50 €, vous aurez peut-être plus de choses, puisque mais j'ai trouvé que en l'état, pour le moment, c'était un peu cher, et que c'est difficile en ce moment, les prix de toute façon. Voilà. Vous pouvez mettre 239 € pour avoir la totalité de tout ce qui existe autour de cet univers-là. Moi, ma limite, c'est qu'on manque tellement de temps aujourd'hui pour jouer à des jeux de société que quand je pars sur une idée de jeu d'aventure, j'ai tendance à me dire que je vais plutôt faire du jeu vidéo. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien du 7e Citadelle, et j'ai envie de me faire mon avis aussi. J'ai la boîte, ça tombe bien, elle est au chalet, donc je l'avais pledgé. Je le trouve beaucoup plus intéressant narrativement parlant, vraiment plus fort. On fait aussi un pari quand on fait du financement participatif sur l'humeur que l'on aura quand on recevra la boîte dans 2-3 ans. Hein. Il y a cet aspect-là. Alors aujourd'hui, ça s'est raccourci quand même, les délais de livraison par rapport à ce que c'était à une époque. Mais celui-ci a bien tardé. Je crois que le moment où j'ai pledgé le 7e Citadelle, ça remonte à loin. Ouais. Donc pour revenir au jeu dont je parlais avant, c'était Mythic Battle Is Fate. C'est deuxième grosse actualité des éditeurs français, c'est Mythic Battle, effectivement, puisque c'est à la fois Mythic Battle et 7e Citadelle, c'est pour ça que je les ai cités les deux en même temps. C'est des jeux qui ont battu un peu des records au moment où ils ont eu leur financement participatif. C'est des boîtes qui ont fait parler d'elles. Et là, on a la 3e boîte autour de Mythic Battle. On avait eu le Panthéon romain ou grec. En tout cas, voilà. Le premier Panthéon, je ne suis même plus sûr, moi, pour vous dire. Le deuxième, c'était sur le monde des Vikings, enfin des Ragnarok, donc le Panthéon nordique. Et là, cette fois-ci, on part en Égypte avec Isfet. Donc, nouvelle boîte. On a eu la chance, donc vous allez pouvoir le découvrir sur notre chaîne. Hein, on a eu la chance d'avoir la présentation de tous ces nouvelles figurines. Et encore une fois, par Jube et Jérôme. Pas par moi, parce que je suis pas très expert dans ces jeux-là. Je suis là plutôt pour regarder les figurines, pour les écouter. Et là, ça fait deux vidéos qu'on fait, parce qu'on avait déjà fait Festal sur Ragnarok il y a quelques années, en 2020, si je me souviens bien. Donc ça date un petit peu quand même maintenant. Et déjà à cette époque-là, 2021. À cette époque-là, j'avais pas joué parce que je les laisse jouer. Ils sont beaucoup plus experts que moi sur ce genre de jeu. Et c'est vrai que quand on voit des experts vous en parler, se passionner pour toutes les interactions qu'il y a entre les figurines, le choix, le draft, parce que c'est un jeu dans lequel il y a effectivement des combats de figurines, mais vous avez aussi un vrai aspect stratégique. C'est pas simplement je sors mes figurines et basta, on s'affronte. C'est vraiment on construit, on fait un draft de figurines avec 18 points qu'on va pouvoir répartir entre les différents personnages que l'on va jouer pendant la partie. C'est très malin comme système. Vaut mieux être expert, vaut mieux y jouer régulièrement, parce que sinon ça vaut pas le coup. Si c'est pour faire une partie par an, n'investissez pas 300 € là-dedans. Je sais pas combien ça coûte si vous voulez acheter pour avoir un petit peu de tout. Mais les deux
financement participatif marche plutôt bien, j'ai l'impression en tout cas, parce que là, on est à 2749 contributeurs. Sur l'autre, j'ai vu plus de 6000 contributeurs déjà. C'est moi j'ai pas les chiffres, je me rends pas compte de à quel moment c'est un succès, quel montant ils doivent obtenir pour que le financement soit une réussite. En tout cas, il y a déjà 530 000 € qui sont investis sur cette nouvelle boîte, cette nouvelle très grosse boîte publiée par Monolith. Et moi j'ai un dernier projet, c'est le projet un peu coup de cœur de la semaine pour moi, ça s'appelle Bunny Boom c'est Danny vraiment... Boone, c'est un jeu sur Bienvenue chez les Ch'tis. Bunny Boom, oh là là, ils connaissent pas Danny Boom à l'autre bout du monde, les pauvres. Donc Bunny Boom, je cherchais la page. Ah, il n'y a pas de page. Bah si, ah, voilà, je cherchais une petite page. Donc c'est un jeu de guillemets illustré, très chouettement illustré par Andrew Bosley. Franchement, les lapins, ils ont des têtes absolument super. Ça s'inspire de ce qui s'est passé, je crois, en Australie, pour de vrai. Il y a eu une prolifération de lapins. Alors, je sais pas ce que c'est connu ça. Ouais. Voilà. Et donc, dans ce jeu, il y a une prolifération de lapins très très forte. Il y a une invasion de lapins et c'est en train de rendre fou tout le voisinage. Et on va essayer d'avoir dans sa ferme, son petit plateau personnel, celui que vous voyez là, le moins de lapins possible en fin de partie, et essayer bien sûr d'en mettre le plus possible des lapins dans le plateau des adversaires. Ça fonctionne de façon très simple, mais c'est assez original. À votre tour, vous allez poser une carte sur le plateau, vous allez activer son pouvoir immédiat, et ensuite, vous allez être obligé de vous diriger sur cette carte que vous avez posée. Quand vous la posez, vous êtes obligé d'être orthogonal quelque part sur le plateau, etc. Vous êtes obligé d'envoyer votre meeple sur cette carte que vous avez posée. Et à ce moment-là, vous allez devoir marcher sur toutes les tuiles qui sont entre vous et la tuile que vous venez de poser, et donc en fait toutes ces tuiles elles vont avoir des effets que vous allez déclencher, et la plupart du temps c'est prenez un lapin, prenez 2 lapins, prenez un autre lapin, prenez 3 lapins, etc. Et en fait vous allez vous retrouver avec plein de lapins. Mais ce qui est marrant, c'est que vous allez pouvoir essayer de faire en sorte de guider les autres à marcher sur plus de tuiles avec encore plus de lapins que vous, et puis vous allez pouvoir supprimer des lapins de votre ferme avec les cartes. Vous allez avoir la possibilité aussi d'attirer les autres vers vous ou vers là où ça vous intéresse. Les cartes en fait ont des effets de pause, des effets quand on arrive dessus, je crois. Et puis voilà. Donc c'est un système qui est assez original, qui est assez rigolo, qui est assez simple. Moi, typiquement le genre de jeu familial auquel j'aurais envie de jouer et qui me propose un peu une expérience de jeu que j'ai pas encore pour 2-4 joueurs à partir de 12 ans, pardon. C'est des parties de 45 minutes environ. Je pense que c'est le genre de jeu qui est très simple, mais où on peut se faire des crasses, où ça va avoir beaucoup d'interactions autour de la table, et où ça peut avoir quand même un peu plus de réflexion que ce que ça en a l'air, de profondeur de réflexion. Je suis sûre que Monsieur François adorerait ce jeu, parce que je pense que ça doit être très fourbe. Alors si Monsieur François adorait ce jeu, faut qu'on y joue. Non, mais il adore les jeux un peu fourbasses comme ça, où on peut piéger les autres. Je pense qu'il aimerait bien, puis il aime bien les jeux où il y a plein de petites vaches. On réfléchit tous comme ça, naturellement, quand on a des jeux qu'on regarde, on pense aux personnes avec lesquelles on pourrait y jouer. C'est une réflexion normale. Voilà. Moi, quand je vois ce genre de jeu, je me dis, j'aimerais bien jouer à ça avec Monsieur François. Parce que je vois ça, il aime bien les petits animaux aussi, les petits lapins. Je jouerais à autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais c'est bon, j'ai compris. Déjà, j'ai même pas la boîte et on l'aura jamais, peut-être. Mais vraiment, les dessins, ils sont, les têtes des lapins, elles sont à tomber. C'est vraiment très très rigolo. Là, il y a enfin, je trouve que c'est un chouette produit général. Donc, j'aimerais bien pouvoir y jouer, mais who knows? La boîte de base est à quand même $52. Je ne le plaiderai pas. Et il y aura bien sûr, ça sera livré en novembre 2024. Et qui sait s'il y aura une localisation. J'aimerais bien. Alors, en tout cas, on suivra Bunny Boom. C'est vrai que moi, ça fait un moment, on présente des jeux. Déjà, la semaine dernière, j'avais envie de pledger, j'ai pas osé pledger. On hésite un petit peu, on fait attention aussi des fois, ça fait à nos dépenses et au nombre de jeux qui sont sur les étagères, mais c'est ça. Ouais, peut-être qu'on se fasse un budget, un monde de jeux pour certains jeux où de temps en temps, allez, on casse notre tirelire, celui-là, il rentre dans notre budget, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Ça serait intelligent aussi, puisqu'on vous présente les jeux, c'est pas que pour vous les montrer, c'est surtout pour y jouer, sinon ça sert à rien d'en parler. Ah oui, bien sûr.
Et on arrive sur la fin de cette émission, mais avant de terminer, il y a cette fameuse rubrique dans laquelle on revient sur les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. On va pouvoir vous parler de ce que vous pouvez revoir, parce que juste après, vous êtes malheureux, on le sait, vous avez envie de revoir des vidéos. Alors sur ta chaîne, Pénélope, nous avons la vidéo sur les sorties de juin 2024, ce qu'on vient de faire plus ou moins, mais toi, tu fais tout le mois d'un coup. Ouais, la grosse vidéo ouais, c'est ça, c'est puis je prends plus de temps là pour exprimer vraiment mon avis. D'ailleurs, c'est toute l'idée de ce grand format mensuel, c'est de donner un avis sur chaque jeu un peu approfondi. Et j'ai introduit le nouveau code de couleur parce que j'avais mis un feu rouge, feu vert, feu orange qui était trop radical. Je t'ai écouté aussi sur les conseils et maintenant il y a des maquettes dessinées par Maud Chalmel dans plein de variétés de couleurs. C'est trop bien. J'ai tous mes emojis. Donc, quand un jeu me plaît, vous me voyez faire ça, etc. Mais je voulais un code couleur simple, efficace pour qu'on comprenne un petit peu. Parce qu'en fait, il y a 69 sorties ou 80 sorties par mois, et que c'est intéressant de savoir, de pouvoir faire un peu le tri et de savoir ce que les gens aiment pour pouvoir se dire, tiens, j'aime. Je dis pas que j'ai la parole d'évangile, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est voilà, vous avez mes goûts, vous savez ce que je conseille comme jeu. Et tu as joué à Pirates de Maracaibo avec Marjorie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que j'ai pas vu ta vidéo. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça. Pas la peine d'aller voir la vidéo, vous avez la vie finale. C'est ça. Non, c'est beaucoup plus simple que Maracaibo, beaucoup plus accessible, peut-être un peu moins challengeant. C'est ce que je dis. Il y a moins de difficultés à gagner dans le sens où on a l'impression d'avoir bien exploré le jeu à la fin, mais c'est hyper agréable, quoi. Ça fait plaisir de rejouer. Moi, j'ai bien aimé aussi. Ah, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très chouette. Après, challengeant, ça dépend contre qui tu joues, de toute façon, parce que c'est l'adversaire. À la fin, il y aura qu'un gagnant, donc le challenge dépend de l'adversaire. Je parle pas tellement du challenge contre l'adversaire parce qu'on a terminé 186 à 185 en score. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus serré. J'ai gagné. Et moi, j'ai perdu, moi. Non, mais le genre de victoire où on se dit je l'ai arraché celle-là. Mais par contre, j'avais l'impression qu'on avait beaucoup développé chacune. C'est-à-dire que je me disais pas souvent je parle du challenge contre l'adversaire, mais aussi du challenge contre le jeu lui-même. Des fois, il y a des jeux qui sont assez faciles à maîtriser. Celui-là fait partie des jeux qui sont pas complexes à maîtriser. Là, j'ai joué à Rats of Wistar qui est pas beaucoup plus compliqué en règle, mais alors si on fait une mauvaise décision ou un mauvais mouvement, faut se relever, quoi. J'hésitais à me l'acheter celui-ci. Tu le conseilles, Rats of Wistar? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça c'est cool, c'est plus accessible et un peu moins baroque que certains jeux de Simone Luciani où il va un peu trop loin pour moi. Et j'ai trouvé que c'était bien lisible, agréable, et que ça donne justement ce challenge de j'ai pas réussi cette fois, j'ai envie de maîtriser le jeu. La prochaine fois, je vais mieux maîtriser, je vais mieux jouer. Voilà, c'est ça dont je parle. Donc, voilà, mais les deux sont autre jeu à mettre sur ma liste d'achat. Ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de jeu. Peut-être celui-ci va se rajouter également. On passe sur les vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne d'Un Monde de Jeux. Donc il y en a pas mal sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller les regarder. Vous pouvez rajouter votre vue. Merci à ceux qui le font, qui vont regarder nos vidéos. On a Qui Pourquoi, dans lequel on vote pour des zigotos. C'est dimanche, le vote pour des zigotos, mais vous pouvez déjà vous amuser avec ce jeu-là en avant-première. Ensuite, on a diffusé le Versus Gameflow contre Un Monde de Jeux, un format qu'on aime beaucoup, qui est très dynamique, dans lequel on enchaîne des parties sur des jeux revisités pour l'occasion. Décale, qui sort cette semaine également. Vous pouvez découvrir la partie si vous voulez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Une des dernières vidéos qu'on a tournées avec Sylvain. Je crois qu'on en a encore une ou deux en magasin. On a tourné, on l'a dit, la vidéo de Isfet avec Jube et Jérôme, dans laquelle on présente cette troisième boîte et où je montre la caméra sur la vignette. C'est assez drôle. J'aime pas trop ça. Mais je me suis avec un petit air inspiré, en plus, on dirait que tu fais du recrutement. Où tu cherches des posts sur la vignette. Oui, je vous recrute. C'est ça. Voilà, exactement. On a également diffusé la vidéo sur Défi Nature, le nouveau jeu de cartes à collectionner de BioViva pour les enfants, et qui est plutôt chouette. Moi, je trouve ça très sympa comme jeu, parce que ce qui me parle, moi, c'est le degré de rareté des animaux qui dépendent donc des cartes, qui dépendent du degré de rareté des animaux dans la vraie vie, avec même sur certaines espèces un nombre de cartes qui est associé au nombre d'animaux qui existent encore. J'ai plus les animaux en question. On a diffusé également la vidéo de Ouch, petit jeu dans lequel vous allez vous piquer les doigts en retournant les cartes du mauvais côté si jamais vous touchez les cactus. Et puis aujourd'hui on reste dans le touchage dans les jeux publiés par Natalia. Aujourd'hui on diffuse Touch It. Ok. Ah oui, Ouch, Touch It. Il faut jouer dans ce sens-là et pas dans l'inverse, parce que sinon
Il y en a où tu as le droit de toucher, l'autre moins. Voilà, c'est ça. Oh là là. On en sort Voilà pas. pour les vidéos. On était un peu en panne sur le mois de mai. On avait peu diffusé de vidéos sur des jeux. Et là, on a bien repris cette semaine. Un peu moins de visites aussi au chalet. Donc, je peux passer plus de temps à l'ordinateur et on a pu en diffuser plein. On est content de ça. Ça me fait plaisir. Moi, quand il y a des choses qui sortent, je suis content. Sinon, je stresse. Les jeux qui sortent, je suis content. Voilà pour les vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur nos chaînes. On arrive à la fin de cette émission. Merci Pénélope pour ton travail. Merci Martin. À votre service. Je sais pas, chef. Et puis, on vous donne rendez-vous, nous, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne ou pour les actus ludiques le jeudi. Bonne journée à tous. Plus, ciao. À bientôt.